De quelle orientation es-tu? Mon orientation ne m'empêche pas d'être musulman. Mehdi qui rayonne tout autour du monde. Mais c'est le combat de ma vie, à l'heure d'aujourd'hui. Et j'aime bien le côté changerait rien. Ouais, non, je changerai rien. Pourquoi tu veux que je change? Mehdi Fancy, a.k.a. le premier micro-trottoir LGBTQIA+ de France. Tu es originaire de Toulouse. Oui. Tu as grandi au Mirail. Exactement. Tu es homo, il y a quelques années, tu décides de créer ce premier micro-trottoir. Et tu dis parce que ça n'existait pas sur les questions LGBT. Plus, n'oublions jamais le plus, parce que c'est la grande communauté LGBTQIA+. Tu as plus de 200 000 personnes qui te suivent sur TikTok, Insta, Facebook et tout réseau confondu pour découvrir un peu plus qui tu interviews, qui tu interpelles. Et surtout, tu les interpelles sur leur identité, leur orientation, mais aussi leur combat en termes d'acceptation d'eux-mêmes, mais aussi de la communauté ou des autres. Parce que parfois, il y a aussi toutes ces situations de discrimination, d'exclusion, dont on va aussi parler ensemble. Mais ta force, c'est toujours ce ton cool, ta bonhomie, sans prise de tête. Voilà, Mehdi Fancy, j'ai même envie de dire Mehdi Fancy. Cher Mehdi, voici le dé, c'est à toi de te lancer. Bienvenue dans Prends ta place, ravi de t'accueillir avec moi. Ben, merci beaucoup. Allez, c'est parti. C'est Moi, parti. j'avance très lentement dans la vie, donc Ah ouais je pense que ça va être Je pareil pense que sur tu le vas taper jeu. un 6 Tu direct. vois, je t'avais dit. Un petit 2. Ouais, je t'avais Allez, dit. vas-y. Allez, 1, 2. Tu fais un 2, mais t'es sur un coup de boost pour commencer. Mister Fancy, Yes. tu crées le premier micro-trottoir LGBT. De quelle orientation sexuelle es-tu? Je suis gay, je me considère garçon, on peut m'appeler elle et pourtant ça me dérange pas. Comment est née l'idée et comment est né Mehdi Fancy? En fait, je me suis dit que Mehdi tout court, ça n'allait pas passer. Peut-être parce que c'était peut-être un peu trop maghrébin. Donc, du coup, j'avais un peu peur aussi, tu vois. Et le Donc, du Fancy, coup, ça a rajouté de l'américain. Ouais, exactement. Ben, Fancy, en fait, c'est une personne, enfin, c'est de la gaieté, être joyeux en anglais. Et c'est ce que je suis en plus. Donc, ça me représente totalement. Et en plus, Mehdi, ça veut dire aussi le bien guidé. Voilà, c'est ceux qui guident les gens. Comment j'ai trouvé l'idée à faire ces micro-trottoirs? Ben, c'est tout simplement, j'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux. J'ai pas inventé les micro-trottoirs, loin de là. Mais il y a des personnes parfois qui interviewaient des homosexuels, des transgenres, etc. Dans leur montage, il y avait des incrustations de vidéos, de photos, avec du vomi. Des choses Donc, pas du coup, valorisantes. Très dénigrant surtout, et surtout très LGBTophobe. Et donc tu t'es dit, je vais faire le contre-pied de ça. Je vais faire le contre-pied de ça et j'ai décidé de reprendre les rênes et de parler réellement, sérieusement du sujet. Donc c'est à la base quand même presque un combat en fait. Ah mais c'est le combat de ma vie à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que dans la vie, il faut avoir des objectifs de vie, des combats qu'il faut mener en fait tout simplement. Et j'ai décidé d'en faire un combat aussi parce que forcément, hein, c'est dû à ma vie aussi personnelle de ce que j'ai vécu quoi. C'est-à-dire? Harcèlement scolaire, les insultes, des menaces, même auprès de ma famille, c'est vrai que je recevais aussi des moqueries parce que j'étais très efféminé à l'époque. J'étais tout le temps avec des filles. En fait, je sortais dehors, on m'insultait, je rentrais chez moi, on m'insultait aussi, quoi. Donc, du coup, en fait, je me sentais en sécurité nulle part. Parfois, c'est vrai que ça m'était arrivé d'avoir des idées sombres parce que je ne savais pas quoi faire. Donc ce micro-trottoir, il te répare en fait un petit peu. Il me permet de vider mon sac, en fait. Même si je pose des questions, le fait d'avoir les réponses des autres, ça me permet aussi moi de me questionner derrière, parce que moi je prends vraiment de tout le monde, hein. Je prends à chaque fois des gens, et c'est comme ça que j'arrive à me faire une introspection de qui je suis, comment je suis, parce que moi par exemple, je ne me connais pas bébé, je n'ai pas de photo de moi bébé, parce que j'ai une histoire assez particulière. À travers les témoignages des personnes, mettre en lumière aussi la communauté LGBT, De pouvoir poser des mots sur leur vécu, leur expérience, leur orientation, leur identité. coming out. Et on a tellement caricaturé pendant des années en posant des mots qui n'étaient pas les bons ou en parlant de l'identité des gens sans leur demander leur avis. Clairement, et puis aussi la communauté LGBT est très sexualisée aussi. Et ça, c'est un gros problème. Et ça fait partie des plus gros combats que j'ai aussi à l'heure d'aujourd'hui, d'enlever ce côté sexuel qu'il y a autour de la communauté LGBT. Parce que c'est vrai que dès que tu vas commencer à parler avec une personne hétéro, hein, après attention, mes micro-trottoirs ne sont pas là pour diviser, elles sont là pour rassembler. Parce que j'interviewe aussi des personnes Et c'est ta force. hétérosexuels, justement, où je leur pose des questions sur la communauté LGBT, hein, qui répondent négativement ou positivement. Ça, après, ça leur appartient et ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais après, même si l'homophobie est un délit, hein, je C'est le pas une rappelle. opinion en effet. Voilà, et le plus gros combat de ma vie aussi, c'est d'enlever tout ce côté sexuel qu'il y a autour de la communauté LGBT, qui est très malsaine. Revenir sur des préoccupations autres que celles-ci en tout Ouais, cas ouais, en les bien interrogeant. sûr. Allez, je te laisse continuer parce que je sens le passionné et que à un petit rythme, tu vois que tu fais des grands chiffres. Voilà, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. Prends un stop. Cyberharcèlement. Ouais. Comment tu vis les insultes suite à tes interviews? Oui, alors c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de menaces de mort. Alors non seulement parce que je suis maghrébin, de confession musulmane, pour certaines personnes c'est très compliqué à assimiler l'orientation et la religion.
Mon orientation ne m'empêche pas d'être musulman. Ne serait-ce que ma religion ne me rejette pas. Malheureusement, c'est des êtres humains qui me rejettent. Et en plus de la même communauté que moi. Et c'est ça que je trouve ça dommage et c'est ça qui me peine. Au lieu d'être ensemble, d'être soudés, malgré parfois il peut y avoir aussi des désaccords. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je me sens rejeté. Dieu merci, je ne me suis pas rejeté par toute la communauté maghrébine. Heureusement, je reçois énormément de messages du Maghreb, d'Afrique, qui me disent merci Mehdi d'être là. Grâce à toi, je me sens moins seul et ça les libère d'un gros poids. Bravo de leur retirer ce poids et surtout d'ouvrir la parole. Je te laisse poursuivre et merci de t'autoriser à nous dire ça. Prends-en de la graine. Un jeune LGBT américain sur 2 a déjà pensé à se suicider. 14% au total ont fait une tentative de suicide au cours de l'année. Comment on change la situation? Et tu as déjà été concerné également, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais tu veux peut-être en dire un peu plus comment on en vient à là? Pour ce qu'ils sont. Et ça me peine parce que je suis passé par là, moi. Je ne suis pas passé à l'acte, mais j'y ai pensé. J'en allais à appeler Dieu pour qu'il m'enlève de la vie. Comment on peut régler ça? Comment on peut gérer ça? Tout simplement mettre en place peut-être des psychologues dans les écoles, déjà pour commencer, dès la primaire. Après, je ne sais pas si en maternelle ça semble nécessaire, mais peut-être dès la primaire, même en primaire, on commence déjà peut-être parfois à se poser des questions. Moi, je sais que par exemple, à la maternelle, mon premier bisou avec un garçon, c'était à la maternelle, quoi, tu vois, même si je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que c'est déjà commencer par des psychologues et pourquoi pas aussi faire des réunions, peut-être une fois par an à l'école avec les parents pour parler aussi de l'inclusion, aussi parfois de la communauté LGBT ou autre, hein, ou sur le racisme, etc. Justement pour éduquer et sensibiliser aussi les parents et les gens qui insultent les autres. C'est la faute des parents aussi. La plupart des gens se disent l'éducation se fait à l'école. Non, elle se fait à la maison. C'est pas l'école qui doit éduquer les enfants, c'est pas leur rôle. Mais je suis pas contre pour qu'il y ait des psychologues ou des psychologues pour qu'ils puissent parler de manière anonyme aussi. Et dès le plus jeune âge, sensibiliser à la Dès le plus différence, jeune à la âge, singularité, exactement. pour éviter les discriminations qu'on connaît. Exactement. Je te laisse poursuivre, cher Mehdi. On a frôlé le 6. Tu vois, moi, c'est montagne russe. Prends pas la mouche. Gay et maghrébin, encore un tabou? Il y en a de plus en plus qui commencent à parler, qui commencent à prendre la parole. Je pense que ça commence à devenir moins tabou. Parce que ça y est, je pense que c'est ancré dans la tête des gens qu'il y a des maghrébins gays, il y a des africains gays. Je pense pas que ça soit un tabou maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que ça serait plus un tabou sur le côté religion que sur le côté vraiment maghrébin. Mais on sent encore beaucoup de jeunes et moins jeunes qui ont du mal à l'avouer aux parents. Ah Déjà, oui, non, mais bien sûr. le coming out en temps normal. Ça, c'est culturel. Et moi, dans ma famille, par exemple, on est une famille assez ouverte. Moi, ma mère l'a accepté. Moi, j'ai fait mon coming out, par exemple, en postant ma première vidéo sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai même pas annoncé parce que j'en voyais pas l'intérêt. Je me sentais très bien comme ça et ma mère ne m'a jamais fait ressentir que j'étais différent, tu vois. Et pourtant, ma mère est maghrébine et elle est musulmane. Tu vois, et toute ma famille est musulmane. En fait, je pense que ça dépend où tu as vécu, où tu as grandi, dans quel environnement tu as grandi. On continue. C'est parti, let's go. C'est ça. On se regarde à la foire, 6, désolé. il accélère. Allez, go. 1, 2, 3, je te laisse poursuivre. 4, 5, 6. Prends pas la mouche. La cité, c'est le nom de la carte. La cité perdue. Alors, je sais pas si elle est perdue, mais c'est à Toulouse, là où tu as grandi. Tu parles dans une interview de finalement ce tabou autour de vivre son homosexualité en banlieue. Oui. Pourquoi c'est encore un pari impossible aujourd'hui pour beaucoup d'homos de vivre leur homosexualité à visage découvert dans un quartier ou dans une banlieue? Je sais pas, c'est le cliché des banlieues. On m'insultait le fait que je sois gay, mais autant on m'appréciait aussi. Donc on me donnait par exemple un pseudo, voilà, comme un pote qu'on peut appeler, par exemple, ça pouvait m'arriver qu'on m'appelait Gayzouz, tu vois. Il y a le mot gay forcément, zouz, voilà, ça veut dire, voilà. C'était une manière de dire, pas directement, mais de dire je t'accepte, je te donne ce petit pseudo là parce que tu es comme ça, tu vois. On m'acceptait parce que j'ai grandi dans cette banlieue. Et ils m'ont vu grandir, j'ai grandi avec eux. Mais par contre, en revanche, si j'étais venu comme ça, je sais pas moi, à l'âge de peut-être de 20 ans et que découvrir que j'étais gay, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué qu'on m'accepte justement dans cette banlieue-là. Je pense que quand il grandit, c'est beaucoup moins compliqué que quand il accède comme ça une fois que tu es majeur ou quand tu es plus grand, quoi. Un jour, j'ai eu un groupe de personnes, de 20 personnes qui se sont entourées autour de moi, quoi, pour pouvoir commencer à me frapper. On m'a enfermé dans une bouche d'égout. Franchement, cette période était horrible. C'était à l'école, c'était dehors, c'était à la maison, c'était horrible. Tu penses que ça évolue? Ouais, je pense que ça a évolué quand même, hein. Je pense que ça a évolué. Mais il y a encore énormément d'homos qui se cachent. D'ailleurs, c'est Wissem Belgassem qui en parlait à ce micro. Qui est de Toulouse aussi. Qui est de Toulouse et qui disait, mais en fait, moi, j'avais limite commis des actes homophobes pour prouver que j'étais pas homo.
Ouais. Une manière de se dire que finalement, peut-être que les plus homophobes sont eux-mêmes les premiers concernés. Ah oui, mais ça c'est sûr. Crois-moi, ça c'est sûr. Moi, après, moi, j'ai jamais été dans ce cas-là, d'aller insulter les homosexuels pour montrer que je ne l'étais pas. J'ai toujours été moi-même. J'ai toujours fonctionné de manière vraiment spontanée, naturelle. Après, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui m'a un peu protégé, peut-être. C'est aussi le fait que je sois très dans l'humour. Non seulement ça m'a protégé moi, mais en plus de ça, le fait que je faisais rire la galerie, j'étais le clown de service, quoi. Mais du coup, finalement, on m'aimait bien. Et que dès que je m'absentais, il y avait ce manque-là. Mais à présent, peut-être que ça a permis aussi de donner une autre vision sur les homosexuels, même si finalement, ils ne le savaient pas parce que je ne l'avais jamais dit. Et surtout que pendant cette période-là, je sortais avec des filles aussi. Donc, tu avais des alibis. Et j'avais des alibis. Mais je connaissais déjà le résultat, de toute façon. Merci les filles. Merci les filles. Je te laisse continuer. 2, 1, 2, prends un stop. France, c'est le nom de la carte. Pourquoi y a-t-il encore autant de haine et de préjugés sur les personnes trans? J'ai l'impression que les personnes gays et lesbiennes sont à peu près acceptées maintenant dans le paysage. Il y a même d'ailleurs une étude qui montrait que plus d'un Français sur deux, je ne sais plus si c'était 70 ou 80% des Français, étaient prêts à imaginer avoir un président gay. Et en revanche, on a l'impression, enfin j'ai le sentiment, qu'il y a encore une haine incompréhensible sur les personnes trans. En fait, j'ai l'impression que ça se fait step by step. Au début, on a commencé par les homosexuels, après c'était les lesbiennes. En France, j'ai l'impression qu'encore les Français ne sont pas encore prêts à admettre que il y a des personnes qui sont nées dans le mauvais corps. Oui, c'est ça. Et ça, ils ne se rendent pas compte de la souffrance que les transgenres ont. Ils ne s'en rendent pas compte. Et nous, on comprend ce mal-être parce qu'en fait, en tant que personne LGBT, on s'est caché ou on a caché notre orientation Oui. et on sait ce que c'est que de vivre quelque part peut-être avec un masque. Exactement. Et donc peut-être qu'on comprend plus facilement ces personnes trans. Elles sont pas là pour dire tiens, un jour au lendemain, tiens, je décider d'être une femme. Qui demain va se réveiller, va se dire ah ben tiens, demain j'ai envie d'être une femme, même si je me sens bien dans ma peau. Bah, personne, tu vois. Mais c'est le sentiment qu'on a lorsqu'on entend les débats publics, en ayant l'impression que c'est un peu une crise existentielle parfois. Ou que c'est un choix. C'est un choix, voilà. Alors qu'en fait, c'est plus fort. Il faut comprendre que c'est plus fort que les personnes Mais concernées. bien sûr. Et qu'elles se battent contre elles-mêmes. Moi, j'ai interviewé des personnes de transgenres. C'est vrai que c'est compliqué pour eux, non seulement pour trouver du travail, donc il y a beaucoup de discrimination aussi au sein du travail. Sur le changement de nom, d'identité. Il y a vraiment tout un travail encore à faire sur les personnes transgenres et j'espère que ça avancera, quoi. Je crois que c'est la prochaine bataille en tout cas. Ouais, je pense Parce aussi. que j'ai l'impression qu'on a gagné des victoires dans la communauté LGBT, mais qui reste sur le T en particulier, il reste encore énormément à faire. Ouais. Allez, on continue. Et d'ailleurs, je pense à cette homme trans que tu as interviewé, qui était d'origine malienne, il me semble, qui témoignait à ton micro. Et j'ai l'impression que c'est une des interviews qui a été la plus vue aussi. Il lui restait que la fallo à faire et que son rêve était de construire une famille comme tout le monde et trouver un travail comme tout le monde et vivre en fait comme tout le monde parce qu'ils ont le droit de vivre. On est tous des êtres humains, on est tous nés à la même enseigne, on va tous à la même école, tu vois, et on a tous le sang rouge finalement. C'est ça. Donc où est la différence? Il y a encore du taf. Il y a encore du taf, ouais. 2, 1, 2. Prends-en de la graine. On rembobine. Tu reviens 5 ans en arrière. Qu'est-ce que tu changes dans ton parcours de créateur de contenu et quels conseils tu donnes à ceux et celles qui veulent se lancer? Qu'est-ce que je changerais? Rien. Ouais, franchement, je ne changerai rien du tout parce que franchement, je vais te dire une chose, Anthony, c'est que j'ai charbonné pour que, à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis là. Face à toi, j'ai charbonné. Depuis l'âge de mes 16 ans, à l'époque, j'étais sur Toulouse, j'essayais de monter sur Paris, j'allais sur des plateaux TV, j'ai toujours été un passionné des médias. C'est ce qui me fait vibrer et c'est ce qui me fait vivre aussi. Et puis en fait, on t'écoute. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et moi, on ne m'a jamais écouté. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai persisté à trouver le bon chemin. Et finalement, tu vois, j'ai fait plusieurs chemins. La vie a fait que je me suis retrouvé dans le chemin finalement de celui du créateur de contenu qui pète aussi. Hein. Oui, du créateur de contenu, mais par rapport à ma vie personnelle. J'étais pas aussi investi en fait finalement que je pensais l'être. J'étais un peu à côté de la plaque. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non, je changerai rien du tout. Et il y avait une deuxième question? Non, la deuxième, c'était quel conseil tu donnes à quelqu'un qui se lance? Le seul conseil que je peux donner, c'est d'être vraiment le plus simple possible, le plus naturel possible, le plus spontané possible, d'être toi-même. Ouais. Voilà, il y a que ça qui marche. Si les gens ils te kiffent, ils te kiffent. S'ils te kiffent pas, ils te kiffent pas. C'est pas grave. De toute façon, voilà, on peut pas faire l'unanimité. Mais voilà, d'être soi-même et de pas et surtout très important de ne pas oublier d'où l'on vient. Parce que c'est ça qui fait que à la fin tu deviens ce que tu avais envie, ce que tu as envie de devenir et dont tu rêvais finalement. Et j'aime bien le côté changerait rien. Ouais, non, je changerais rien. Pourquoi tu veux que je change? C'est vrai, en plus ça fonctionne. Sinon j'aurais pas été là. C'est ça. Hein? Prends un coup de boost. Allez, go. Ça pète. C'est le nom de la carte. La vidéo qui t'a fait péter
Laquelle et pourquoi? C'est une personne lesbienne qui a fait 6 millions 2, il me semble 6 millions 1. Du coup, elle faisait son coming out en direct, live, sur mon micro-trottoir. C'était incroyable. Et je crois qu'en plus, tu lui poses la question en disant mais ça se voit pas non, c'est ça. Voilà, c'est Ouais. vrai qu'au tout début, je savais pas trop aussi comment il fallait que je parle, comment Bah il fallait oui. que je m'adresse. Voilà, bah après, voilà, on fait tous des erreurs et puis parfois, voilà. Tu c'est considères que vrai c'était une erreur de lui dire ça? Ouais, c'est peut-être l'erreur que j'ai fait, mais bon. Écoute, on apprend de ses erreurs et c'est ça la vie aussi. C'est quand tu fais des erreurs, t'apprends le lendemain pour ne plus les refaire. Ça m'a permis d'évoluer dans ma mentalité, aussi dans ma perception des choses et de voir les choses et aussi les questions que je peux poser aussi aux autres. Oui. Ben, du coup, ça m'a permis de me dire, eh ben tiens, mais celle-ci à la poubelle et puis on part sur d'autres questions. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Oui, tu as grandi aussi avec ta communauté, Bien sûr. avec tes réseaux. Ouais. C'est bien, c'est chouette. Mais tu vois, je suis content aussi d'avoir cet échange avec toi parce qu'il y avait des questions moi-même que je me posais. Ouais. En fait, tu as grandi aussi au fil de tes interviews, en fait. Ah oui, oui, oui. Bah, je pense que c'est important de se faire une introspection parfois et de regarder aussi ces vidéos. Hein, et c'est pas mégalo de le faire. Et de regarder aussi les commentaires. Je fais très attention aussi aux commentaires, tu vois. Les DM, les messages. Que t'en demandes ou pas, t'en auras de toute façon. Hein. Ouais, j'en aurais, tu vois. Mais voilà, des fois, j'essaie de trouver des commentaires constructifs et j'essaie de faire en sorte. De progresser. Exactement. Allez, je te laisse poursuivre. Un petit 3. Voilà. 1, 2, 3. Te prends pas. Ah non, prends pas la mouche. Ouais. De quelle orientation es-tu? C'est De le quelle nom de- orientation sexuelle es-tu? Tu commences chaque interview comme ça. Certaines personnes semblent gênées par cette question. Pourquoi avoir voulu démarrer chaque interview avec cette question-là? Pourquoi je commence par cette question? En fait, parce que c'est la base de mes micro-trottoirs. C'est la communauté LGBT. Parce que, par exemple, admettons, si je vais dire de quelle orientation sexuelle es-tu et que la personne va me répondre gay, peut-être qu'il y a des homosexuels qui vont être intéressés par cette vidéo-là ou comme si, par exemple, s'il y a des lesbiennes aussi. C'est une manière de rentrer dans le sujet directement En sans fait. détour. Ouais, no time. Je n'ai pas le temps. On passe directement dans le sujet et ça permet aussi de normaliser et de se dire qu'il ne faut plus avoir honte de dire je suis gay, je suis transgenre hétéro. Parce que je sais que j'avais une vidéo aussi qui avait buzzé par rapport à ça, qu'il y a des gens qui comprenaient pas trop comment tu peux être transgenre et hétéro, de pouvoir normaliser en fait les questions d'identité et de genre. Banaliser. Ouais, j'aime Banaliser tout simplement en fait. beaucoup. Allez, let's go, c'est à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non! Monsieur a pris sa place. Ça y est. Bravo. Parfait. Enfin. Bravo. Est-ce que tu en as douté déjà de pouvoir prendre ta place? Un peu. Ah ouais? Et aujourd'hui, est-ce que tu estimes avoir pris ta place? J'ai du mal à réaliser tout ce qui m'arrive et surtout l'impact que j'ai auprès des autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est des millions de gens qui te regardent. J'ai compté, hein, j'ai fait au total, avec toutes les plateformes dans lesquelles je diffuse, j'ai fait aux alentours des 80 millions de vues. Suivi au Maghreb, en Australie, en Afrique, au Canada. Mehdi qui rayonne tout autour du monde. Voilà, comme quoi j'ai bien Qu'est-ce qu'on trouvé te le nom. souhaite pour la Le suite de pseudo. Mehdi Fancy? Il y a une chose que je souhaiterais, c'est par rapport à toute la communauté LGBT. Là, j'en appelle du coup à Brigitte Macron, parce que je voulais lui faire une proposition de loi, je voulais lui envoyer une lettre que j'ai toujours pas envoyée, mais bon, allez hop, je le dis chez toi. Un couple homosexuel puisse reconnaître l'enfant de l'autre. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pas dans la loi. Et donc, les personnes ne peuvent pas le faire. En revanche, si une personne transgenre, un homme transgenre qui sort avec une femme, peut reconnaître l'enfant de l'autre conjoint. Mais par contre, un couple homosexuel ne peut pas reconnaître l'enfant. On est obligé de passer par l'adoption. Et ça, c'est très problématique. Parce que moi, par exemple, j'ai découvert que mon père n'était pas mon père. Mon père, il aurait pu me reconnaître parce que je le considérais comme mon père. À l'heure d'aujourd'hui, nous, c'est pas possible. Les homosexuels ne peuvent pas reconnaître les enfants des autres, de Donc, leur si conjoint. Brigitte Macron nous écoute, une progression du système législatif actuel pour faire reconnaître les enfants C'est très des important. couples LGBT. On a autorisé le mariage pour tous. Finissons ce qu'ils ont commencé. Merci pour ton temps Merci avec nous. Anthony. Bravo d'avoir joué à Prends ta place. Merci à toi, merci.